Bonjour et bienvenue sur TV 78 pour cette nouvelle édition du 7-8 Week-end avec aujourd'hui Grégory Canel et Mélanie Poquet. Bonjour à tous les deux et bienvenue en plateau. Nous allons revenir ensemble sur l'actualité de cette semaine mais aussi sur vos loisirs avec une sélection à suivre. Elle sera signée Mathilde Francou qui nous rejoindra également. Regardons plus en détail le programme pour aujourd'hui. Cité éducative, cité de l'emploi, pas une semaine ne se passe dans les Yvelines sans qu'un nouveau label ne soit décerné. C'était encore le cas ces derniers jours. À quoi servent ces appellations ? C'est ce que nous verrons. La campagne présidentielle se poursuit dans le département. Michel Barnier, ancien candidat à la primaire de la droite, aujourd'hui conseiller spécial de Valérie Pécresse, est venu tenir un meeting. Entretien à suivre. Versailles, Serre-Royal, c'était la une de nos confrères de l'équipe cette semaine après la victoire du club de football de National 2 face à Toulouse, club de Ligue 2 en Coupe de France. Retour sur cette performance et sur les chances des Yvelinois pour les prochains tours. Et puis du sport également avec les Jeux Olympiques d'hiver qui débutent. Nous parlerons de l'ancienne cycliste Sandy Claire qui a longtemps résidé dans les Yvelines. Elle s'est envolée pour la Chine pour participer cette fois-ci à des épreuves de bobsleigh. Voilà pour le programme. Pour débuter, je vous propose un tour d'horizon rapide, 78 secondes, 1 minute 18 secondes, pas une de plus, pour un résumé complet des événements marquants de la semaine. C'est avec Justine Brasier. La circulation épidémique en baisse en Île-de-France, conséquence un protocole sanitaire allégé par le gouvernement, fin de l'obligation du port du masque en extérieur ou encore fin des jauges pour les établissements recevant du public assis. Le programme Cité de l'emploi de Saint-Quentin en Yvelines a été officiellement lancé. Le but, renforcer l'accès à l'emploi et à la formation aux habitants des quartiers prioritaires. Objectif, mieux coordonner les dispositifs déjà présents sur le territoire. Côté sport, après sa victoire contre Toulouse, le FC Versailles affrontera Bergerac en quart de finale de Coupe de France. Un record historique pour le club amateur versaillais. Le match se déroulera à Périgueux, coup d'envoi mercredi 9 février à 18h30. La facture s'alourdit pour le projet EOL, 1,7 milliard d'euros supplémentaires nécessaires au prolongement du RER E dans les Yvelines. Une enquête a été ouverte par le Conseil régional d'Île-de-France. En politique, Jordan Bardella a été mis en examen. Le député européen pour le Rassemblement national avait qualifié la ville de Trappes de république islamique. Des propos tenus en octobre dernier suite à la réélection du maire Ali Rabé. Et puis elles mettent à l'honneur la ville des impressionnistes. 2 fresques réalisées à Chatou cet été ont été présélectionnées pour les Golden Street Art. Lancé par Trompe-l'œil Info, le concours récompense les plus belles fresques de France. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule information cette semaine, c'est très subjectif comme choix, je vous l'accorde. Mélanie, votre information de la semaine ? Vous me prenez au dépourvu. Oui. Yvelinoise, peut-être moins les cités, puisque j'y suis allée. J'ai fait la cité de la jeunesse, où j'ai pu rencontrer des éducateurs très intéressants. On va en parler dans un instant. Vous n'êtes pas les Jeux Olympiques. C'est très subjectif, puisque pour nous, ce sera le football. Grégory. Absolument. Voilà, football. cette victoire donc, de Versailles face à Toulouse, club de Ligue 2. L'équipe yvelinoise, qui évolue d'habitude donc en National 2, va pouvoir jouer pour décrocher une place en demi. Et ce ne sera pas face au Paris Saint-Germain, éliminé par Nice en 8e de finale. C'était l'affiche rêvée, oui. Bon, pardon pour les supporters parisiens, mais c'était l'affiche rêvée par les Versaillais, un PSG Versailles pour ces quarts de finale. Pas de Marseille, pas de Nantes ou même Monaco. Versailles affrontera Bergerac en quart de finale. L'autre représentant de National 2, c'est la 4e division française. Et forcément un peu de déception chez les Versaillais au moment du tirage au sort, c'était lundi dernier. Au-delà de jouer Bergerac, on est surtout triste de ne pas recevoir pour notre public, quoi. Ça reste un match de coupe quand même, mais c'est surtout une place qui se joue pour la demi-finale. Et on va tout donner. De toute façon, on se dit que tout est possible pour aller en demi-finale. Ça nous laisse une chance de passer en demi-finale, même si c'est une équipe très sérieuse contre laquelle on va jouer chez eux. Sur leur terrain, ça va être un peu compliqué, mais on va se donner les moyens de passer. 2 jours plus tôt, Versailles marquait l'histoire du département. Pour la première fois, un club des Yvelines, hors Paris Saint-Germain bien sûr, accède au quart de finale de la Coupe de France. Et ce, grâce à un exploit, une victoire au tour précédent, 1-0 contre Toulouse, une équipe professionnelle, leader de la Ligue 2. Le petit pousset qui bat le gros, c'est en somme toute la magie de cette compétition. Seule mauvaise nouvelle au tableau, Wilfried, l'expulsion de Melvin Vieira en fin de match, qui le privera de ce quart de finale. Et c'est un exploit qui a fait le tour des médias et qui a permis de laisser la victoire du PSG de côté.
côté, on n'a parlé que de Versailles, c'est très bien. Vous disiez dans les titres, Versailles c'est royal, c'est le titre qu'a choisi l'équipe pour sa une alternative au lendemain de cet exploit, car ce qui a marqué au-delà de la performance, c'est la capacité des Yvelinois à faire jeu égal avec leurs adversaires. La différence de jeu ne s'est pas vue sur le terrain, comme l'explique Jean-Luc Haribard, c'est un ancien joueur professionnel, consultant chez Canal+, et il est depuis octobre le directeur général du club versaillais. Je suis très fier des joueurs, je suis très fier du résultat et j'avoue qu'ils m'ont épaté parce que je pense qu'ils ont fait un match, le match plein, le match avec beaucoup de sérénité, de conviction. Et puis je trouve qu'on a rivalisé sur le plan tactique, sur le plan technique aussi. Dans l'engagement physique, on a été présent, même peut-être un peu plus qu'eux encore. Le but, la conception du but est remarquable. C'est un but. Si c'est Manchester City qui marque ce but, on le voit en boucle pendant 3 semaines. Un homme aussi forcément heureux, c'est le maire de Versailles. On n'a pas l'occasion de l'entendre souvent sur le football. Il avait fait aussi le déplacement à Toulouse. On est très heureux, on est très fiers aussi pour l'équipe du Football Club de Versailles. C'est une aventure incroyable, quoi. On va à Toulouse et puis on sentait bien pendant le match que finalement l'équipe avait beau être face à une équipe de Ligue 2 que c'était tout à fait la hauteur. Et puis il y a le but en deuxième mi-temps et là c'est vraiment la grande libération de joie, quoi. Malgré tout, les Versaillais sont revenus dans un quasi-anonymat. Il faut avouer que l'exploit n'a pas créé un certain engouement dans la cité royale, qui est peu connue pour être une ville de football. Ça peut changer dans les prochaines années, car... Moi j'ai hâte de voir le maire François de Mazières, qu'on vient de voir, célébrer la victoire de la Coupe de France et la brandir tel Jacques Chirac devant le perron de l'hôtel de ville de Versailles. Ah oui, avec une séquence consciente qui citait les joueurs de l'équipe de France au moment de l'annonce du speaker. J'ai hâte de voir ça. Bon, en tout cas, on pourrait voir dans de prochaines années Versailles devenir une ville de football, parce qu'il faut rappeler qu'il y a de grandes ambitions à la tête du club, il y a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés. On a aussi quand même trouvé quelques supporters dans les rues de Versailles. Moi je trouve ça génial, parce que je crois que c'est l'un des 2 clubs encore amateurs dans cette Coupe de France. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Magnifique, voilà, gagner déjà là-bas c'est quand même quelque chose. Toulouse est une belle équipe de Ligue 2. C'est parfait, enfin, c'est un bel exploit, je trouve. C'est très bien qu'il y ait un peu d'actualité footballistique sur Versailles. C'est plus le rugby en général. Donc ça change un petit peu, c'est très bien. Hein. Je pense pourquoi le foot fait rêver aussi. C'est-à-dire les petits poussés, c'est ça qui battent les grands. Donc on espère qu'ils iront loin. On espère les voir en finale et peut-être faire un jour un Versailles-Barça s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Versailles-Barça, pourquoi pas, effectivement, ouais. En tout cas, plus que 2 matchs avant la finale au Stade de France. Bergerac-Versailles, mercredi 9 février. Coup d'envoi 18h30, mais ce sera à Périgueux. Oui, car le stade de Bergerac n'est pas homologué pour recevoir une telle affiche. La rencontre se jouera donc à 50 km de Bergerac, dans le stade Francis Rongiras de Périgueux, une antre de 6000 places assises, 4000 debout, occupée habituellement par le club de rugby. C'est là déjà que Bergerac, 0 but encaissé en Coupe de France, il faut le préciser, c'est une belle performance, a éliminé Saint-Étienne lors du tour précédent, 8e de finale. Là encore, l'enceinte n'est pas homologuée, mais dispose d'une dérogation de la Fédération française de football, ce qui a un peu agacé côté yvelinois, privés eux aussi de leur stade Montboron lors du tour précédent, car l'éclairage n'est pas aux normes. On rappelle cette règle vieille des bâtiments de France, on ne peut pas voir de grosses sources lumineuses depuis la chambre de Louis XIV du château de Versailles. Alors les Versaillais, par la voix de leur directeur, leur responsable de la communication, Michael Michet, militaient pour disputer la rencontre plutôt au Matmut Atlantique, le stade des Girondins de Bordeaux, 42 000 places, qui était l'un des sites de l'Euro 2016, ce à quoi le président de Bergerac a répondu sur Twitter, Christophe Fauvel. Le Matmut pour accueillir les Versaillais, ça va, les chevilles du côté du château, on l'a compris, la rencontre est déjà lancée. Il va falloir être à la hauteur maintenant, parce que c'est bien de chambrer, mais maintenant ça va jouer sur le terrain avec les crampons. Ouais, on va suivre ça bien évidemment sur notre antenne tout au long de la semaine prochaine. Merci Grégory. On quitte le sport pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure avec les Jeux Olympiques d'hiver qui débutent. Auparavant, c'est une autre actualité de cette semaine que nous allons décrypter avec vous, Mélanie. Mélanie, cette semaine encore de nouveaux labels, on va appeler ça comme ça, qui ont été décernés à des communes des Yvelines, cité éducative, cité de l'emploi par exemple, à quoi tout cela sert-il ? Vous allez nous l'expliquer, elles ont un point commun en tout cas, elles concernent les habitants des territoires politiques de la ville. Et oui, alors on va commencer avec le premier, ce sont les cités éducatives. C'est le premier label qui a été pensé par le ministère de la Cohésion des Territoires. 9 communes des Yvelines sont concernées, 4 viennent tout juste d'être labellisées, c'est le cas de Limay ou de Plaisir. Alors ce label, en lien avec
l'éducation nationale vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans, le début de la scolarisation. Et c'est jusqu'à leurs 25 ans, il faudra rechercher la mixité sociale et scolaire, renforcer le suivi personnalisé, développer la mobilité et les rencontres, etc. Il y a plusieurs critères. Les cités éducatives rassemblent tous les acteurs éducatifs, les services de l'État, les collectivités, les associations et bien sûr les habitants. Donc il faut attendre d'avoir eu ce label pour que ces différents services se parlent. Services de l'État, collectivités, associations et habitat. On espère que ce ne sera pas qu'une coquille vide et qu'effectivement il y aura des vrais échanges et des choses qui vont en sortir. Il y a un autre label aussi, on l'évoquait tout à l'heure, celui de la jeunesse. Il y a une seule commune du département qui est labellisée. C'est même un seul lieu pour le moment. Il s'agit de la Maison de la Jeunesse et de la Réussite. Elle est à Carrières-sous-Poissy. C'est un lieu dédié cette fois aux 16-25 ans qui vient de se voir doté de 200 000 € sur 2 ans. Le projet regroupe là aussi dans un lieu unique les services et les informations dont un jeune peut avoir besoin pour ses questions personnelles, scolaires, professionnelles, mais aussi profiter de moments de convivialité. Et je peux vous dire qu'avec la crise de la Covid, apparemment, les jeunes se ruent dans la salle. Une volonté d'inscrire cette cité de la jeunesse dans les nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Au 1er mars, il y aura le contrat d'engagement jeune qui va permettre à tous les jeunes de moins de 25 ans qui sortent des études d'avoir pendant 1 an un soutien financier de l'État pour s'insérer. Donc ça aussi, cette cité de la jeunesse devra être un lieu où on va signer des contrats d'engagement jeune. Voilà pour les explications du préfet à l'égalité des chances dans les Yvelines qui était venu donc sur ce plateau pour nous présenter un petit peu ce dispositif. Il y a un autre label, inauguration également cette semaine, Cité de l'Emploi, ça concerne Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, Saint-Quentin en Yvelines, c'est l'une des cités de l'emploi. Alors Nadia, la ministre, s'était déplacée à Saint-Quentin en Yvelines parce qu'elle a signé une convention. Cette fois, ça concerne l'ensemble des personnes de 16 à 60 ans. L'idée est de regrouper, là encore, des services, cette fois de l'emploi, autour du monde notamment de l'entreprise. Mais l'objectif, ce n'est pas de mettre en place une mesure, c'est encore une fois de mettre en place une méthode de coordination de l'ensemble des acteurs pour répondre à un problème que nous connaissons maintenant depuis des années, c'est-à-dire le chômage qui touche particulièrement les jeunes. Alors là aussi, c'est un accompagnement de 200 000 € sur 2 ans. Et je le disais tout à l'heure, il y a 3 cités de l'emploi dans le département. Merci Mélanie. On espère maintenant que ces labels, ces appellations de cités vous semblent un petit peu plus claires. C'était notre page décryptage du jour. On va poursuivre ce 7-8 week-end avec un autre décryptage. On va parler plutôt de politique. Chaque semaine, c'est l'équipe des surligneurs qui réalise pour nous un legal checking sur l'une des déclarations des hommes politiques. Et des déclarations, il y en a beaucoup en ce moment. C'est un collectif de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui se penche donc aujourd'hui sur la proposition de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, de créer un grand service public du grand âge. Réagissant au scandale Orpea, Fabien Roussel, candidat communiste à l'élection présidentielle, propose la création d'un grand service public du grand âge et que toute gestion d'un EHPAD soit à but non lucratif. Alors, outre les nationalisations juridiquement acceptables mais financièrement très coûteuses pour le budget de l'État, l'élimination progressive du secteur privé soulève de nombreuses questions de conformité aux droits de l'Union européenne. Par exemple, une première solution serait la création d'une structure administrative gérant tous les EHPAD sous un régime de service public grâce à une tarification proche du coût d'exploitation, sans bénéfice donc, ce qui conduirait rapidement à l'essoufflement du secteur privé. Toutefois, l'Union européenne veille rigoureusement à ce que le secteur public ne mène pas une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé. Une autre solution serait l'arrêt des autorisations d'ouverture d'établissements privés et le non-renouvellement de celles déjà en cours, ce qui aboutirait, in fine, à une situation de monopole. Précisons que les monopoles ne sont pas interdits par le droit de l'Union européenne s'ils présentent un caractère sanitaire et social, comme c'est le cas en effet des établissements très médicalisés et destinés à des personnes très dépendantes. Toutefois, attention, une telle démarche serait juridiquement périlleuse puisque la Cour de Luxembourg n'autorise pas le monopole public dans le secteur hospitalier. Alors, en vérité, il est déjà possible d'apporter des réponses juridiquement viables à la situation, comme intensifier les inspections diligentées dans les EHPAD, accroître le prononcé des sanctions déjà prévues par la loi, comme la fermeture administrative des établissements pour non-respect des règles sanitaires, ou encore appliquer et rendre plus dissuasives les sanctions financières. Par ailleurs, des poursuites pénales pour maltraitance sur personnes vulnérables ou pour non-dénonciation de telle maltraitance sont déjà possibles. Et enfin, les salariés des EHPAD dénonçant de telles maltraitances bénéficient de la protection accordée aux lanceurs d'alerte. Alors, on le voit, proposer des mesures radicales sous le coup de l'émotion n'est pas toujours pertinent. Les outils juridiques existent et peuvent tout de suite assurer une qualité de vie digne dans tous les EHPAD. Il manque juste la conviction de les appliquer.
Mathilde, vous nous avez rejoint en plateau, bienvenue. Nous allons parler loisirs avec vous dans quelques instants. Grégory, vous êtes resté aussi avec moi puisque nous parlerons aussi des Jeux Olympiques avant la fin de cette édition. Auparavant, notre invité cette semaine, c'est Michel Barnier. L'ancien candidat à la primaire de la droite est aujourd'hui conseiller spécial de Valérie Pécresse. Il était en déplacement pour un meeting dans les Yvelines. On l'écoute au micro de Justine Brasier. C'est la première réunion publique organisée dans les Yvelines depuis l'élection de Valérie Pécresse au Congrès Les Républicains. C'était en décembre dernier et ce 3 février, nous sommes à la mairie du Vésinet pour suivre l'événement qui se déroule en votre présence. Michel Barnier, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui vous écoutent. Merci, vous êtes conseiller France et Europe donc dans le monde auprès de Valérie Pécresse. Et donc, l'objectif, c'est soutenir, bien sûr, la candidate du parti Les Républicains à la présidentielle. Mais comment on va s'exprimer auprès des Yvelinois ce soir ? D'abord, je suis ici, au Vésinet, à l'invitation d'Alexandra Dublanche, qui est une de mes amies, qui travaille aux côtés très très proches de Valérie Pécresse, qui est une élue compétente, respectée, dynamique. Et donc, j'ai très volontiers que je lui ai apporté un témoignage de soutien et de confiance, parce qu'elle va être candidate pour être l'une des députées des Yvelines au mois de juin prochain. Et naturellement, ensemble, et avec beaucoup d'élus, parlementaires, sénateurs, élus locaux et beaucoup de militants, nous sommes aux côtés de Valérie Pécresse pour qu'elle devienne la première femme présidente de la République française. Ça sera notre honneur et notre audace que de proposer ce choix aux Français. Et puis je vais ce soir, non pas faire de la propagande, parce que moi je suis une campagne électorale, c'est un moment de rencontre, de confrontation, parfois de polémique, mais c'est aussi un moment de pédagogie, d'écoute et de dialogue. Donc je vais, comme je suis aux côtés de Valérie Pécresse, et ça ne surprend personne en charge des questions de politique étrangère, d'Europe, de sécurité extérieure, parler des grands enjeux qui sont importants pour notre vie quotidienne et qui nous concernent, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse de l'Europe, au moment où il y a un risque de conflit en Ukraine, qu'il s'agisse de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, avec ce qui se passe au Mali. Il y a tellement de sujets qui sont des enjeux globaux autour de nous, dans le monde tel qu'il est. Il faut bien le regarder les yeux ouverts et qui ont des conséquences dans notre vie quotidienne. Donc je voudrais dire un mot de ces grands enjeux et dire la manière dont Valérie Pécresse veut les engager. Un échange donc auprès des Yvelinois. D'ailleurs, le département, les Yvelines, un département largement de droite, ce sont les terres de Valérie Pécresse, un terrain qui est conquis selon vous ? Il n'y a pas d'élection gagnée d'avance, il n'y a pas de conquête qui tombe du ciel, non. Valérie Pécresse le sait bien, d'ailleurs vous regardez l'opiniâtreté, la ténacité qu'elle met dans cette campagne. Aujourd'hui où je vous parle, elle était hier soir sur le Charles de Gaulle en Méditerranée, elle est en Corse, je serai avec elle samedi. Elle fait une campagne très sérieuse de respect et de dialogue, avec les citoyens, parce qu'il n'y a pas d'élection gagnée d'avance. Un tour peut-être du côté des sondages. En ce moment, Valérie Pécresse stagne un peu justement dans les sondages. Est-ce que vous sauriez nous expliquer pourquoi Mais le sondage, c'est une photographie à un moment donné. Vous voyez bien que Valérie Pécresse dérange beaucoup. Elle dérange le président de la République qui n'a pas envie d'avoir une femme en face de lui au deuxième tour. Et elle dérange M. Zemmour et Mme Le Pen qui craignent d'être empêchés d'être au deuxième tour. Donc on voit bien les attaques se concentrer, parfois violentes, parfois pas très digne ou pas très correcte. Néanmoins, elle tient sa route, elle fait ses propositions une par une, jour après jour, et elle résiste, on le voit dans les sondages. Donc je pense qu'à partir de cette base de confiance, qui n'est pas seulement celle des Républicains, mais aussi du centre, et beaucoup d'électeurs, je pense qu'elle va monter au point d'être qualifiée pour le deuxième tour et être élue au deuxième tour. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'échanger sur les grandes thématiques auprès des Yvelinois, hein, c'est ça ? Moi, je pense qu'il faut respecter les citoyens, faire appel à leur intelligence. Ce n'est pas des slogans dont ils ont besoin. Chacun des électeurs sait comment il a envie de voter, mais il vaut mieux connaître. Ici, on connaît bien Valérie Pécresse parce qu'elle est d'ici, mais je crois que c'est important de savoir qu'elle a une équipe, constituée d'ailleurs d'hommes et de femmes, qui étaient dans des opinions différentes. Au mois de décembre, moi-même, j'étais candidat à la primaire et on fait simplement ce qu'on a dit. On avait dit qu'on serait derrière celle ou celui qui serait en tête. Et on fait ce qu'on a dit, donc voilà pourquoi je suis content d'être avec elle. Quelles sont les prochaines étapes clés, finalement, à venir dans cette course à la présidentielle ? La campagne continue, c'est à la fois une campagne très courte. Maintenant, on pense au 10 avril, donc on a à moins de 2 mois. Donc c'est à la fois court et long. Pour aller dans tous les départements, y compris Outre-mer. Il y a un grand meeting le 13 février à Paris, au Zénith, où tout le monde est invité. Et ça sera l'occasion pour Valérie Pécresse de donner
la confirmation de cette dynamique qui est avec elle et de présenter son programme. Donc voilà. Et ensuite, on enchaînera toutes les réunions jusqu'au 10 avril et après pour le deuxième tour aussi. Donc vous êtes plutôt serein, vous parlez déjà du deuxième tour. Pour vous, donc, on sera au deuxième tour ou il y a encore quand même du travail à faire ? Non, il y a toujours du travail à faire. Mais on travaille pour être, avec Valérie Pécresse, présent au deuxième tour et offrir. Il s'agit de cela, une alternance, une alternative possible, que ce duel annoncé, fabriqué d'avance par l'extrême droite, Le Pen ou Zemmour, ou par le président sortant, M. Macron, ce duel qu'ils veulent entre eux, comme s'ils étaient propriétaires de ce deuxième tour, eh bien on démontre que ça ne va pas se passer comme ça, et que Valérie Pécresse porte une proposition au nom de la droite républicaine et du centre, et de beaucoup d'autres électeurs, propositions différentes d'alternance. Moi je pense qu'on a besoin d'une femme aujourd'hui à la présidence de la République, et on a besoin d'une alternance. Eh bien écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se laisser. Merci beaucoup Michel Barnier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, un conseiller France et Europe dans le monde auprès de Valérie Pécresse. Et on le rappelle, prochaine échéance le 10 avril, date du premier tour des élections présidentielles. Merci donc à Justine pour cet entretien avec Michel Barnier. Le 7-8 week-end, c'est aussi l'occasion de faire le grand écart. On va parler sortie, on va parler loisirs à présent avec vous, avec votre sélection Mathilde. On commence par une rencontre à ne pas manquer pour les fans du Palma-Show. Grégoire Ludig et Julien Pestel seront présents demain soir à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. Ils présenteront leur nouveau film Les Vedettes en avant-première à 20h30. 6 ans après leur premier film La folle histoire de Max et Léon, le tandem humoristique revient sur grand écran. Et de quoi parle cette fois-ci leur long métrage ? Et bien, ce long métrage raconte l'histoire d'un chanteur raté, Daniel, qui travaille dans un magasin d'électroménager et qui est prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs. Il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. On regarde un extrait. On me dit que vous chantez. Ah ouais, mais non, ça j'ai arrêté ça. Ça chante, Daniel, allez! Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci Daniel, quel beau bras. Oh les barricades! Ok, tout le monde, on a un champion, regarde les caméras sur lui. Avant-première donc pour l'équipe du Palma-Show. Grégory, vous y serez ? Oui, et j'aurai la chance d'y être pour un reportage en espérant pouvoir les interviewer. Oui, vous allez les rencontrer et puis on verra tout ça dans le journal de lundi, un petit compte-rendu voilà pour cet aperçu du film. Date de sortie officielle ? Mercredi 9 février. Mercredi 9 février. On part à Port-Marly. Maintenant, autre idée de sortie pour un escape game du côté du château de Monte Cristo. Effectivement, le célèbre château réouvre ses portes aux fans d'Escape Game. Les participants seront plongés en 1847. Alexandre Dumas inaugure son château et de nombreuses personnalités sont invitées pour l'occasion. Parmi elles, un homme qui détient des documents confidentiels de la plus haute importance, menaçant la sécurité de l'État. Leur mission sera de retrouver en 1 heure top chrono ces documents. 2 sessions sont organisées le samedi et le dimanche à partir de 13h45 et de 15h45. Attention, il vaut mieux réserver ses places à l'avance sur le site internet du château. Le tarif est de 25 €. Un site insolite pour faire un nouvel escape game, pour découvrir tout cela ce week-end. Une fois le week-end passé, on va se projeter quelques jours après, c'est la Saint-Valentin. On manque toujours d'inspiration, vos conseils, j'en profite. Et oui, et pour les amoureux du coup qui n'ont pas d'idée pour la Saint-Valentin, Asmodée a trouvé une solution pour vous. L'éditeur de jeux lance un concours pour vous faire gagner une box spéciale Saint-Valentin. Dedans, les plus chanceux pourront retrouver un jeu de société pour jouer à 2, mais également un appareil à raclette, 2 paires de chaussettes toutes douces, une boîte de tisane 7e ciel et enfin un kit de massage. Pour participer, remplissez le formulaire sur time2playbox.com avant le 9 février. Le tirage au sort aura lieu à cette date et les coffrets seront envoyés aux gagnants avant le 15 février. Mais on n'oublie pas quand même les célibataires. Ils peuvent également tenter leur chance. Bien évidemment, c'est tout aussi sympa de se retrouver autour d'une raclette et d'un bon jeu de société entre amis. Il faut en profiter au mois de février parce qu'après on arrive sur mars-avril et le body summer. Il faut faire attention, la raclette ça va pas le faire. Hein. Dernière idée de loisirs et de sortie. Alors là, ce sera pour vous permettre de vous préparer un petit peu et d'organiser dans votre planning à l'avance. C'est le week-end de gaming qui est proposé à Plaisir, non pas ce week-end mais le week-end d'après. Oui, la semaine prochaine, la ville de Plaisir lance son premier événement 100% jeux vidéo au Palais des Sports Pierre Coubertin. Le samedi 12 février, donc les jeunes à partir de 15 ans pourront se défier dans des tournois de jeux vidéo de 10h à 22h. Au programme, 4 tournois sur FIFA 22, Super Smash Bros Ultimate, Rocket League ou encore League of Legends. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de la mairie de Plaisir. Attention, un même joueur ne peut pas s'inscrire sur plusieurs tournois. Et vous allez vous inscrire à
Je ne pense pas. Lequel? FIFA, Mario? Non, rien. J'avoue, je suis nulle aux 4. Grégory? Non. FIFA, oui, forcément. Ça, transition toute trouvée, on va parler de sport comme ça. Pour terminer avec notre dernière séquence de ce 7-8 week-end, séquence à suivre. Et à suivre donc dès ce week-end et tout au long de la semaine prochaine, les Jeux Olympiques d'hiver. Vous allez les suivre, ces différentes compétitions. Bien sûr. C'est toujours un événement que l'on suit avec attention, même s'il y a tout un tas de polémiques diplomatiques autour de ces Jeux Olympiques. Un contexte particulier entre les questions écologiques et environnement sur place, les questions aussi de boycott, avec les questions de droits de l'homme notamment. Voilà. Et puis la Covid finalement, c'est aussi compliqué pour suivre cette compétition et des stades qui vont être désespérément vides. En tout cas, moi je vais vous parler de Sandy Claire. Elle a 33 ans, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, car si elle est née à Toulon, elle a longtemps résidé dans les Yvelines, à Plaisir plus précisément. Elle s'est entraînée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'était une pistarde, vous le voyez à l'image. Palmarès, championne du monde chez les juniors, 10 fois championne d'Europe, 2 fois chez les élites. Alors quel lien avec les Jeux Olympiques d'hiver, me direz-vous? Eh bien, aujourd'hui c'est une bobeuse. Vous savez ce qu'est une bobeuse? Elle fait du bobsleigh. Elle fait du bobsleigh, voilà, bravo. Elle s'est reconvertie. Elle va participer donc au JO de Pékin, on l'écoute. Quand je faisais du vélo, c'est mon frère qui m'entraînait et en fait on délirait, enfin c'est parti d'un délire où on se disait toi, donc lui, tu piloteras et puis moi je pousserai et en fait voilà, j'ai voulu vraiment tester ce que ça faisait une descente de bob. Donc voilà, j'ai contacté la pilote Margot Bock et puis donc ça c'était pendant le confinement, donc au printemps 2020. Moi c'était vraiment d'abord dans un but, c'était plaisir quoi, vraiment découverte. Et au final, j'ai accroché tout de suite. C'est seulement la deuxième sportive de l'histoire des JO pour les Français à participer aux 2 Olympiades, été et hiver. Pour l'aspect historique, on retiendra aussi donc c'est la première fois que la France envoie des bobeuses donc aux Jeux Olympiques depuis l'introduction du bobsleigh féminin. C'était en 2002. 2002, bravo. Et c'était où? À Salt Lake City. Très bien. J'ai bien révisé. C'est bien. Prochaine question, elle est pour vous. Pour en revenir à Sandy Claire, c'est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit d'une reconversion éclair. 1 an et demi seulement après avoir arrêté la piste, elle est passée au bobsleigh. Elle avait toutes les qualités pour réussir, on l'écoute à nouveau. Alors les qualités physiques, c'est les mêmes, parce qu'il faut être à la fois fort, rapide, donc puissant. Mais par contre, je passe d'un vélo, donc un sport porté, à c'est de la course à pied en fait. Pour s'entraîner, on fait de la musculation et de l'athlétisme, du sprint. Et là par contre, moi j'ai jamais couru de ma vie, il a fallu que j'apprenne à courir. Savoir bien pousser, bien monter le genou, la pose du pied au sol, c'est plein de petits détails, mais c'est hyper technique. La course, c'est très très technique. Donc c'était vraiment un pari, un défi énorme quoi. Un défi énorme qu'elle a relevé. Elle ne s'entraîne plus dans les Yvelines. C'était surtout pour le clin d'œil. Il n'y a pas encore de piste de bobsleigh aujourd'hui dans les Yvelines. Peut-être sur la colline d'Elancourt à un moment, mais maintenant on le sait, ce sera pour les JO d'été. Il y a tout de même un petit regret pour elle. Elle ne sera pas titulaire, elle sera remplaçante. Et tout cela pour 0,026 secondes. C'est le temps qui l'a séparée des titulaires lors d'un ultime test au mois de janvier. Félicitations à elle et puis bonne chance à la délégation française. Voilà pour ce 7-8 week-end que nous allons refermer. Merci aux journalistes de TV à 78. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Lundi, direct, 18h pour le journal. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et consulter nos replays sur notre site internet et notre application mobile. Très bon week-end.